Bonjour à tous. Désinformation et si la bataille n'était pas perdue. Alors c'est assez original, je crois, d'avoir ce genre d'interrogation négative pour lancer un débat. Et il me semble que ça correspond peut-être à cette impression qu'on a tous ceux qui travaillent, qui traquent la désinformation au jour le jour sur les réseaux. Cette impression qu'on a d'avoir à vider l'océan à la petite cuillère. D'avoir vraiment quelques interrogations sur l'impact possible de notre travail de fact-checker. Et puis, en même temps, dans cette interrogation, il y a quand même un certain espoir. Et je crois qu'il traduit justement le fait qu'on soit tous ensemble réunis ici pour échanger sur ces sujets, cette tâche difficile qu'est la lutte contre la désinformation. Alors, je vais vous présenter les personnes autour de cette table qui n'en est pas une, mais bien juste à côté de moi, donc Nina Lamparski, qui est à la tête de l'AFP Factuel sur l'Afrique subsaharienne, qui a bien roulé sa bosse dans le monde entier, notamment l'Europe centrale, etc., journaliste d'investigation. Sarah Mortada, également journaliste d'investigation. Alors elle, c'est vraiment tout le monde arabe dont elle nous parlera plus spécifiquement, puisqu'elle est à la tête elle dirige l'ARIJ, donc ce réseau des journalistes d'investigation sur le monde arabe. Et puis Valdez Onanina, Africa Tchèque francophone, donc basée à Dakar. On aura aussi l'occasion de voir en quoi consiste un peu son travail. Je pense que vous êtes très nombreux ici à connaître ce qu'ils font. Et puis alors, last but not least, comme on dit, Pierre Aski, qui est donc président de Reporters sans frontières, et puis qui tient la chronique géopolitique sur France Inter tous les matins. Je me suis dit que pour commencer, on allait démarrer par... je vais vous demander, moi, de nous donner un fait saillant ou une expérience particulièrement marquante sur votre façon d'avoir été confronté à la désinformation dans votre métier. Qui veut commencer? Bon. Je peux commencer. Allez, Nina. Non, Sarah. Saja. Sacha. Salut tout le monde. Je parle français et anglais, mais j'ai décidé aujourd'hui de parler en arabe, car je suis arabe et je représente ARIJ, Arabe Reporter pour journalisme d'investigation, et AFCN, Réseau Arabe pour fact-checker. Marhaba, اسمي سجا. Je m'appelle Saja Mortada et je suis directrice responsable du réseau. Parce que les gens pensaient que vous alliez vous exprimer en langue française. On va juste leur laisser le temps d'aller récupérer des casques et donc de revenir. Et merci infiniment. Et pardon. Tu peux commencer. Oui. Tu veux? Je ne suis pas sûre que je sois la meilleure personne pour commencer parce que je parle français, mais je vais parler en anglais parce que c'est un peu plus facile pour m'exprimer sur le sujet. Je suis désolée, donc je vais passer peut-être la main à un francophone. Voilà. Bon, je vais prendre la main pour démarrer. Bonsoir à tous. Je vais répondre à cette question en partageant une anecdote factuelle pour le coup, hein, parce qu'on parle de faits, qui m'a été racontée, qui a souvent été racontée par le fondateur de Africa Tchèque, le journaliste britannique Peter Cunliffe-Jones. Quand j'ai rejoint l'organisation il y a 7 ans maintenant, je demandais à Peter lors d'une réunion à Dakar comment lui était venue l'idée de mettre en place une organisation de fact-checking sur le continent. Et Peter me raconte qu'à l'époque où il était le chef du bureau de l'agence France Presse basée à Lagos au Nigeria, là on est au début des années 2000 et le pays fait face à la polio, comme ça a été le cas dans plusieurs pays sur le continent. Mais seulement, le pays est déjà en train d'éradiquer cette maladie. Et il a suffi que des leaders religieux et politiques dans le nord du pays se lèvent et disent que voilà, arrêtez de faire vacciner vos enfants parce que la vaccination fait partie d'un très grand plan d'éradication. Enfin, tout le monde ici a déjà peut-être cru à entendre cette histoire. Et la conséquence a été immédiate.
c'est qu'on a vu que les gens ont arrêté de faire vacciner leurs enfants dans cette partie du pays. Et donc, conséquence, on a connu une recrudescence de cas de polio dans sa forme sauvage. Et si je ne me trompe, ce n'est qu'il y a 3 ans que l'OMS a déclaré que le Nigeria était arrivé à bout de cette maladie. Je partage l'anecdote parce que c'est un exemple concret de l'incidence d'une fausse information sur la vie des populations. Parce que souvent, quand on dit aux gens que les fausses informations peuvent toucher à la vie des personnes, les gens ont tendance à penser qu'on en fait trop sur le sujet. Et donc, c'est la raison pour laquelle je me suis dit, quand tu en parlais, Sophie, que c'était peut-être l'occasion de rappeler cela et de dire que voilà, les fausses informations peuvent être plus dangereuses que l'on ne pense. Voilà. Du coup, Saja, honnêtement, il est très difficile de parler seulement d'un seul sujet. Comme vous le savez, malheureusement, le monde arabe souffre de la désinformation qui est très répandue et nous vivons des choses qui ne viennent pas seulement, ou bien qui n'ont pas un impact négatif sur les gens, mais surtout sur leur vie personnelle. Eh bien, l'un des exemples, c'est le tremblement de terre qu'il y a eu en Turquie. Et la désinformation a vraiment suscité la terreur dans les rangs du peuple arabe et surtout en Syrie, au Liban, en Palestine et en Jordanie. Et certains ont prétendu, ceux qui disent qu'ils sont vraiment des chercheurs et des scientifiques, et ils se sont dit que ce sont des spécialistes dans les tremblements de terre, des séismes, et ils ont commencé à donner des informations en disant qu'il y aura un grand tsunami, ce qui a semé la terreur dans les rangs donc du peuple de ce monde arabe. Les gens ont cru ces informations, ont commencé à quitter leur maison pour aller ailleurs. Et ce fut vraiment la terreur parce que cette désinformation a été partagée sur les réseaux sociaux. Et nous avons essayé, autant que possible, à travers notre réseau Arige, nous avons été pour savoir quelles sont les vraies informations, quelles sont les fausses informations. Et nous avons coopéré avec des spécialistes dans le monde arabe pour pouvoir dire que certaines informations sont erronées et que certains spécialistes ne le sont pas en vérité parce qu'ils voulaient vraiment donc gagner de l'argent à travers cette désinformation sur les réseaux sociaux. Nina? Yeah, so I thought of something slightly. Moi, j'ai pensé à quelque chose. Je me suis dit un exemple spécifique. Je me suis dit, mais j'ai pensé aux élections en Afrique. Comme vous le savez, comme on entre dans un super marathon d'élections avec le Nigeria en février et puis avec le Zimbabwe, on a 20 élections au total entre cette année et l'année prochaine. Si on compte les élections locales et les élections parlementaires. Et donc, nous, on est actifs depuis 4 ans. C'est pas si long que ça. Hein. C'est pas si longtemps que ça. Mais on a vu cette expansion de ces informations. Il est de plus en plus difficile de vérifier les faits, de vérifier les informations parce que les politiciens sont mobilisés. Donc on a ici beaucoup beaucoup d'influence colportée à travers les réseaux sociaux et puis les influences étrangères qui impactent aussi et contribuent à complexifier. Et puis on a ici un discrédit qui touche ceux qui vérifient ces informations et qui font du fact-checking. Et ça peut partir de petites choses, d'informations semblant peu importantes à savoir. Eh bien, vous pouvez obtenir vos cartes d'électeurs de telle et telle manière. Si vous ne le faites pas, eh bien, vous ne pourrez pas voter. Vous voyez, et vous avez des histoires qui peuvent amener à une désinformation massive. Et avec ces histoires qui sont amplifiées,
et qui impactent la façon dont nous travaillons à l'heure actuelle. Et autre chose, quelque chose qui a été signalé aujourd'hui même, c'est qu'avec le fact-checking, on dit mais ouais, d'accord, vous êtes sur les réseaux sociaux, Instagram, pour regarder les vidéos marrantes, et puis on se retrouve en certains pays africains, on dit mais les fact-checkers disent mais non, vous savez, ce type d'information, c'est pas amusant du tout, ça peut tuer. Et certaines personnes dans la salle, on a eu des journalistes qui ont été victimes de menaces de mort. Donc là, c'est pas marrant du tout. Et c'est vraiment un travail, comme quelqu'un l'a dit, qui nécessite beaucoup de courage de ceux qui font ce travail. Et d'où le besoin de s'allier les uns aux autres pour devenir plus forts. Moi j'ai un sujet qui me vient à l'esprit, c'est en 2019, il y a eu la signature d'un traité entre la France et l'Allemagne qui remettait à jour le vieux traité franco-allemand de Gaulle et Adenauer. Et quelques jours avant la signature, un élu local d'extrême droite en France a fait une vidéo dans laquelle il disait « Attention, grand danger, la France est en train de vendre l'Alsace à l'Allemagne ». Alors ça paraît invraisemblable que quiconque puisse croire ça, et pourtant cette vidéo est devenue virale. Elle a commencé à circuler de manière absolument considérable, avec des gens qui commençaient à s'indigner en disant « c'est incroyable, ce Macron, et il vend une région française à l'Allemagne, etc. » Et moi je me suis intéressé à ça, et j'ai cherché d'abord le texte du traité. Et je ne l'ai pas trouvé. J'ai appelé le ministère des Affaires étrangères, on ne me l'a pas donné. Et j'ai obtenu finalement une copie du texte par l'ambassade d'Allemagne à Paris, qui était une copie de travail. C'est-à-dire que 2 jours avant la signature du traité, le texte n'était pas disponible. Et quand on lisait le traité, il était d'une grande banalité. Et d'ailleurs, les négociateurs eux-mêmes reconnaissaient qu'ils n'avaient pas réussi à obtenir grand-chose de nouveau. Mais pour pouvoir répondre à la désinformation, il faut avoir les informations. Et là, on s'était heurté à la question de la non-disponibilité de ces informations. Donc finalement, j'ai obtenu le texte, je l'ai mis sur le site de France Inter, j'ai fait ma chronique là-dessus. Et tout d'un coup, je reçois un message d'un agriculteur de la région de Bordeaux qui me dit c'est bien beau votre défense du traité, etc. Mais je lis dans le traité que s'il y a une attaque contre l'Allemagne, la France sera obligée de venir à son secours. Et je lui dis, mais vous savez, on fait partie d'une alliance qui s'appelle l'OTAN, dans laquelle il y a un article 5 qui dit que si un pays de l'OTAN est attaqué, tous les autres viennent à son secours. Il dit, ah bon, je ne savais pas. Et il baisse la garde. Puis il revient une demi-heure après, il me dit, mais je lis dans le traité qu'il va y avoir des eurorégions, c'est-à-dire des régions gérées en commun entre la France et l'Allemagne. Et avant même que je puisse répondre, tout ça c'était sur Facebook, avant même que je puisse répondre, il y a un habitant de Strasbourg qui lui répond en disant « Mais nous qui sommes des frontaliers, qui passons notre vie à traverser la frontière, qui avons souvent des familles et des entreprises des 2 côtés, c'est une demande que nous avions depuis des décennies, d'avoir ces eurorégions dans lesquelles le droit est harmonisé, dans lesquelles la fiscalité est harmonisée, etc. » Et là, ce qui est intéressant, c'est que, la désinformation n'est pas cachée, elle est d'un homme qui s'assume dans une vidéo, qui est un élu local. Le deuxième, c'est qu'en absence d'information, c'est très difficile de contrer la désinformation. La troisième, c'est évidemment le niveau de connaissance de ces institutions et ça aurait mérité de la part du gouvernement, au moment de signer un traité, de rendre public une explication de tout ce qu'il y a dans le traité. Et la quatrième, c'est que le mal est fait. C'est que lorsque cette vidéo a circulé, on a beau ramer derrière pour rétablir la vérité, montrer à quel point tout ça est fantaisiste, eh ben, il en reste toujours quelque chose. Et de ce point de vue-là, c'est une leçon absolument terrible pour nous tous.
Je surenchéris parce que lorsque nous avons traité aussi ce dossier sur RFI et nous avons contacté le politicien en question qui, une fois que l'ensemble de la presse avait débunké l'affaire, était tout à fait satisfait de son effet et ne regrettait aucunement et ne comptait pas du tout faire un démenti, puisque de toute façon, il avait lancé son mensonge, aller vivre sa petite vie de lui-même. Donc, alors, justement, puisqu'on est là, bon, il s'agissait d'un politicien d'extrême droite, moi, je voudrais vous demander, quelquefois, on est accusé, les fact-checkers, on est un petit peu pointé du doigt, on nous dit, mais vous aussi, vous avez des biais, mais vous aussi, vous êtes partie prenante. Alors, comme tu le disais, Nina, le fact-checking et la vérification des déclarations politiques, c'est aussi ton truc sur Africa Check. Comment vous faites pour mettre en avant une sorte d'équilibre pour éviter d'être soi-même accusé de prendre parti d'une manière ou d'une autre? Nina, tu veux y aller? Vas-y. Alors, je pense que dans les procédés à travers lesquels on travaille, on se facilite un peu la tâche nous-mêmes, en fait. Après, il y a une chose qui est inévitable quand vous faites du fact-checking ou même du journalisme de façon globale, on vous impute toujours des biais. Ça, c'est clair. Maintenant, nous, dans le travail que nous faisons, par exemple, à Africa Check, on appuie notre travail sur des sources publiques, c'est-à-dire que le public lui-même peut consulter ces sources-là. On cite toutes les sources que nous utilisons. On essaye de faire interpréter ces sources-là, non pas par nous-mêmes, mais par des experts, des personnes qui maîtrisent mieux les sujets sur lesquels nous travaillons. C'est la raison pour laquelle les experts sont très importants dans notre travail, pour qu'on ne dise pas que voilà, c'est Valdez qui voit les choses de cette manière. On préfère s'appuyer sur un expert qui a une certaine distance par rapport au sujet, par rapport à la thématique qui est évoquée. Et surtout, on essaye, voilà, tant qu'on a des sources, de s'appuyer sur des sources les plus récentes possibles sur un sujet donné. Donc ça, déjà, c'est un point. Le second point, c'est qu'on est totalement transparent dans notre travail, dans le sens où on invite toujours le public à nous dire s'il remarque, s'il a dénoté une limite ou quelque chose qui ne va pas, en tout cas dans le papier. Ça, c'est aussi quelque chose que nous mettons en place et qui fait vraiment partie intégrante de notre façon de travailler. L'autre chose que je voudrais aussi citer, c'est à chaque fois que nous avons, par exemple, à évaluer une déclaration faite par une personnalité publique ou par une institution, nous irons toujours en premier lieu demander à cette personne, à cette institution, sur quelle source est-ce qu'elle s'appuie. C'est l'étape numéro 1 dans la démarche du travail de fact-checking que nous faisons. Pour que, voilà, si la personne, enfin, je veux dire, pour donner une chance à la personne de se rattraper ou de corriger un faux chiffre, une fausse déclaration qui aura été faite. C'est vraiment une démarche qui est très transparente c'est-à-dire qu'avant l'écriture, pendant l'écriture et même après l'écriture, on reste toujours disponible envers le public pour pouvoir corriger toute erreur, si erreur il y a. Ok, Saja. Je voudrais rebondir sur ce qu'a dit mon collègue. Il a parlé de méthodologie, méthode de travail en tant qu'institution médiatique. Dans notre réseau arabe, nous soutenons 32 institutions de fast-checking dans les pays arabes. Au départ, nous avons travaillé sur un code déontologique, et cela en coopération avec tous les fast-checkers du monde arabe. On a un peu appris quelles sont leurs méthodologies de travail, on les a écoutés, on a écouté leurs opinions. Et donc, nous avons établi 7 principes qui sont la transparence pour ce qui est des ressources, des financements, l'obligation de citer l'ensemble des sources, ainsi que d'autres principes. Le deuxième point qui est important dans notre démarche, c'est d'essayer d'évaluer le travail des organisations de fast-checkers. Et
de voir par exemple, de s'assurer qu'il mentionne toutes les sources, de voir quelles sont les méthodes de rectification. Et nous-mêmes, parfois, on tombe dans des erreurs. C'est pour ça qu'il nous faut être transparent, rectifier nos erreurs et être transparent vis-à-vis du public en leur disant que nous avons fait une erreur. On se concentre beaucoup sur les instruments, particulièrement l'intelligence artificielle. Mais cela ne peut pas se faire sans se fonder sur les principes du travail journalistique. Et après cela, on peut se focaliser sur d'autres sujets comme les instruments, comme la technologie, comme l'intelligence artificielle et d'autres méthodes. Mais malgré cela, on n'est pas à l'abri de critiques. Les critiques, bien sûr, pleuvent et parfois, si on soutient une petite organisation de fast-checking qui est toute petite, qui, par exemple, vérifie les discours des hommes politiques. Nous avons parfois des fact-checkers qui anonymisent leur nom pour ne pas être soumis à des arrestations arbitraires ou autres. Et nous essayons toujours de protéger ces fact-checkers afin qu'ils travaillent dans un environnement sûr. Comme vous le savez, le monde arabe est un des pires environnements pour les médias, particulièrement en l'absence d'une expression libre. Nina, l'AFP Factuel. Yeah, I want to tag on to this. Oui, j'aimerais tout à fait reprendre ce qui vient d'être dit, c'est ce qu'on fait effectivement, nous aussi. Il y a effectivement le code déontologique de la FCN. Nous avons cette promesse de transparence au sein de notre organisation et toute erreur a commise paraît sur notre page de correction qui figure sur notre site web. Et vous travaillez pour telle ou telle entreprise. Comment pouvez-vous dire que vous n'avez pas de parti pris, mais en période d'élection, si vous regardez le travail qu'on fait, et on vérifie chaque candidat, il n'y a pas de candidat qui n'est pas vérifié, en fait, soumis à ces vérifications. Et pareil pour les organisations. Donc ce n'est pas une bataille qui est facile à mener aux États-Unis à l'heure actuelle. Il y a des républicains, des têtes de liste qui ont créé des commissions qui accusent des fact-checkers, qu'ils accusent qu'il y a une sorte de chasse aux sorcières à l'encontre des fact-checkers. Et si vous pensez que le système, si vous pensez qu'effectivement on n'a pas de parti pris, ou si si vous pensez que vous avez un parti pris, mais regardez, vous avez tous les éléments ici. Ici, on peut penser, si vous voulez, c'est une caisse de résonance. C'est ce qu'on voit avec Trump, avec la propagande russe. Et c'est très difficile de lutter contre un système où l'émotion est toujours au premier plan. Vous avez parlé de faits, d'experts, mais si on vous dit, eh ben voilà, je ne sais pas, expert dans tel ou tel domaine, ça veut dire quoi, expert, de nos jours? Si vous ne pouvez pas avoir cette foi en la science, en les faits, eh bien, vous allez vous rencontrer des personnes qui, de toute façon, ne vont pas vous croire, quelle que soit votre transparence, quel que soit votre travail de vérification des faits. Ce qui vient d'être dit, je pense que c'est totalement vrai. On a, dans les sociétés qui sont aujourd'hui très polarisées, et le cas des États-Unis est peut-être le plus extrême, parce que voilà une société où le système d'information est hyper développé, hyper sophistiqué, mais qui est une société polarisée dans laquelle, effectivement, on ne croit pas plus le fact-checker que l'information qui vient d'un certain type de médias. En 2015, j'avais fait un débat aux Assises du journalisme en France, à Strasbourg à l'époque, du numérique du Washington Post, et qui nous avait expliqué qu'elle était en train, c'était donc Jeff Bezos qui avait mis beaucoup d'argent, ils étaient en train de faire la machine de fact-checking la plus perfectionnée au monde.
Il y avait des millions qui étaient engloutis pour avoir du fact-checking en temps réel, c'est-à-dire de faire entrer toutes les données dans la machine et de faire que quand un homme politique parle, et ben, sur la partie droite de l'écran, il y aurait en permanence ce chiffre est vrai, ce fait est vrai ou faux, etc. Et elle nous avait dit, les élections de 2016 seront les élections les plus fact-checkées de l'histoire. Résultat, c'est Donald Trump qui a été élu sur la base de mensonges. C'est-à-dire que le fact-checking est indispensable, mais pas suffisant. Et que lorsqu'on ne croit pas l'information qui vient d'un certain bord ou d'un certain type de média, on ne croira pas plus le fact-checking, et parce que les biais aujourd'hui sont tellement profonds, le rejet et la polarisation, le fossé est tellement profond qu'il est, pour le combler, ça va au-delà de simplement exposer la vérité. Moi, je voudrais vous demander un exemple particulier. Quand vous vous trouvez confronté à la nécessité, finalement, d'inverser la charge de la preuve. C'est-à-dire que quand on travaille dans l'information, il faut montrer les faits tels qu'ils existent, mais là, on est obligé d'inverser les choses, de prouver que certaines choses n'existent pas. Est-ce que, pour vous, ça comporte... c'est un problème particulier? Est-ce que vous avez réfléchi à comment faire pour trouver les arguments convaincants pour pouvoir vraiment prouver votre fait, qui est que cette chose n'existe pas, cette déclaration n'existe pas, cette image. Avec les images, il y a des outils, c'est assez facile. Mais avec des déclarations, avec des mots qu'on invente, tout ça est très compliqué. J'aimerais savoir un petit peu comment vous abordez ce problème-là, qui est vraiment très particulier. Les journalistes dans les rédactions ne sont pas confrontés à ça. C'est uniquement ceux qui travaillent sur la désinfo qui sont confrontés à ça. Tout à fait. Le vrai problème dans des pays du monde arabe, c'est qu'il y a une très grande difficulté pour arriver aux informations. Et parfois, en tant que fact-checker, il nous est très difficile d'arriver aux sources véridiques qui sont nécessaires pour prouver que cette chose n'existe pas, et pour reverser la charge de la preuve. Et parfois, nous devons cesser de travailler sur certains récits parce qu'on n'a pas les preuves, parce qu'on n'a pas les sources, et on ne publie que si on a toutes les sources et que si on peut vraiment prouver que ce fait est véridique ou ce fait n'est pas véridique. Donc, pour ce qui est des images, il est vrai qu'il y a des outils pour vérifier les images, mais c'est devenu plus compliqué avec l'intelligence artificielle. Parfois, il est très difficile de montrer que cette photo a été fabriquée par l'intelligence artificielle. Et il ne faut pas simplement utiliser ces outils, mais votre pensée critique, la comparaison et d'autres moyens personnels pour prouver cette chose. Et il faut bien sûr également croire le récit, mais pas me croire à moi en tant que fact-checker, croire en mes preuves, croire dans des données, dans des documents qui prouvent la véracité de mes dires et de mes faits. Ce que dit Sacha, je pense que c'est... nous, dans la manière de travailler, elle est vraiment décrite sur notre site Internet, comme la plupart des fact-checkers qui sont affiliés ou pas d'ailleurs à l'International Fact-Checking Network. On appuie notre travail sur des sources d'informations. Je dirais, il n'y a pas de vérité absolue, mais quand même consensuelle, n'est-ce pas? Il y a sur différentes thématiques des rapports sur lesquels tout le monde s'appuie, qu'on soit en Afrique, en Asie, ou voilà. Donc ça, c'est déjà ce qu'on essaye de faire, s'appuyer sur des sources d'informations qui font un certain consensus. Après, je pense qu'il faut aussi, dans la manière de choisir les sujets, faire attention, parce qu'il y a des sujets, nous, avec l'expérience, on parvient à savoir que voilà, celui-ci peut être un peu plus compliqué, faute d'informations, parce que l'un des gros problèmes que nous avons dans le travail que nous faisons au Sénégal, par exemple, et je sais que c'est aussi le cas dans plusieurs pays d'Afrique francophone, c'est l'accès aux données.
L'accès aux données en termes déjà d'accès à l'information, elle peut être disponible, mais vous n'y accédez pas. Et là, c'est impossible de vérifier ou de certifier une information. Et aussi la qualité des données, parce que parfois, quand elles existent, ces données, elles ne sont pas toujours de bonne qualité, soit elles sont obsolètes, etc. Donc, il y a vraiment ce défi qui est là aussi. Après, je n'ai pas envie de dire on fait ce qu'on peut, mais c'est un peu ça, en fait. Hein. C'est que lorsqu'on parvient à boucler un sujet de fact-checking qui est publié, qui évalue une déclaration publique, c'est qu'on est arrivé à réunir des sources d'informations, des documents qui font foi et qui peuvent permettre d'étayer le sujet. Donc, c'est ce qu'on essaye de faire. Et je rejoins Sacha pour dire qu'il arrive très souvent d'ailleurs que nous laissions tomber des sujets à l'eau, faute de documents, faute de preuves pour pouvoir soutenir. Question maintenant sur les outils, justement. Vous avez vu, donc, vous y avez tous fait référence, l'arrivée des images générées par l'intelligence artificielle, et pas que des images d'ailleurs, du texte, des images, etc. Dans la situation actuelle, est-ce que vous pensez qu'on va tous se prendre le mur? Est-ce que vous êtes optimiste sur les outils? Parce que moi, j'ai entendu des chercheurs m'expliquer quand même qu'en l'état actuel, les outils de détection sont pas performants et qu'on risque d'avoir des faux négatifs, des faux positifs, donc que ça risque d'ajouter de la désinformation à la désinformation. Voilà. Quel est votre sentiment là-dessus? Comment vous pensez aborder l'année qui va commencer, la prochaine année, surtout avec toutes ces élections? Personnellement, je suis optimiste par rapport à l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, bien sûr, participe à la propagation de rumeurs et de désinformation, mais c'est également un outil nécessaire pour les combattre. Nous savons comment utiliser, si nous savons comment utiliser l'intelligence artificielle de manière efficace, les principes de l'intelligence artificielle, eh bien, je pense que cela peut nous porter à l'optimisme. Et plus dans nos organisations de fast-checking, on se focalise sur l'intelligence artificielle d'une manière positive pour checker les différentes informations, particulièrement dans les premières étapes de vérification qui sont la collecte des rumeurs, des désinformations, etc., eh bien, cela nous facilitera le travail et fera et le rendra plus rapide, particulièrement lorsqu'il y a de grosses crises et lorsqu'on nous demande de vérifier le plus grand nombre de données et d'informations. Il est vrai qu'il y a une véritable terreur par rapport à l'intelligence artificielle. C'est compréhensible parce qu'on voit la propagation des deepfakes sur les réseaux sociaux concernant des différents faits. Mais il y a des institutions qui exploitent l'intelligence artificielle d'une manière très positive pour révéler effectivement les deepfakes et la désinformation. Maybe if I can just jump in, yeah, I think. Je suis d'accord avec ça, ce que vous dites. C'est à la fois un outil pour le bien et pour le mal. Mais je pense qu'au point où nous en sommes, le développement de l'IA dépasse de loin la capacité de la personne moyenne d'y comprendre quelque chose. Et je pense aussi que vous pouvez créer déjà maintenant tellement de désinformation avec GPT-Chat et d'autres plateformes. On a déjà vu avec des images avec six doigts dans une main. C'est marrant, mais ce qu'il faut que ça arrive, c'est que les gens rattrapent un petit peu le développement. L'éducation doit y figurer. Il faut commencer très, très vite pour intégrer des cours sur l'IA à l'école et que ce ne soit pas l'affaire uniquement de spécialistes. Et je pense que fondamentalement, aussi en termes de vérification, il existe des outils. On peut déjà attraper des informations, les capter. Et vous, Sacha, je pense que vous y travaillez dans le développement avec LSI. Les outils qu'on peut utiliser aujourd'hui qui peuvent reconnaître des déclarations d'hommes politiques ou des informations fausses répétées, ce qui peuvent aider des vérificateurs d'avancer. Mais pour vérifier tout ce qui est généré par
l'IA, je ne sais pas, on n'est pas encore confortable avec ça. Par rapport à l'audio, il y a des outils qui peuvent vérifier la vidéo, les images, mais l'audio aujourd'hui, l'audio c'est pratiquement impossible de faire la différence avec la réalité. Donc si vous avez un message de Biden ou de politique, vous n'allez pas pouvoir voir la différence. Donc il y a quelque chose là, on a vu en Afrique, on a déjà vu dans pas mal de pays d'Afrique, pendant les élections et en dehors, des deepfakes. Et peut-être que ce n'est pas toujours une bonne qualité, mais comme on le dit, si vous regardez ça sur votre téléphone et vous n'avez pas l'œil formé, eh bien, vous tombez dans le panneau. Et c'est pour ça que l'éducation est tellement importante. Qu'est-ce qu'on fait avec l'IA par rapport à réglementation? Vous avez peut-être vu que Amnesty utilise les images générées pour les protestations en Colombie. Et ils n'ont pas annoncé que c'était faux. Ce n'était pas la désinformation, c'était une mésinformation. Ce sont là les questions dont il faut avoir conscience. Quand on utilise des images de synthèse comme ça, il faut que ce soit clairement dit. Parce que sinon, on ne sait pas à quoi va ressembler l'avenir. Mais on est au début pour l'instant et on voit la vitesse à laquelle les choses évoluent et à quel point on est inconfortable au niveau de ces débats. Ça va être une bataille quand même devant nous, quoi. J'aime pas être la seule personne négative dans le lot, mais franchement, il y a des choses à voir. C'est intéressant. Effectivement, l'éducation est très importante, l'éducation aux médias, comme on l'appelle. Tout à l'heure, quelqu'un disait que le fact-checking, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Et justement, nous sommes conscients qu'il faut une approche holistique pour faire face aux problèmes en alliant éducation aux médias, en alliant formation de journalistes, parce que la vérité, c'est qu'il faut aussi mettre à niveau, en tout cas nous, dans notre partie du monde, les journalistes, essayer de les outiller du mieux qu'on peut pour s'approprier ces outils, que ce soit de vérification d'images, de vidéos et maintenant d'intelligence artificielle, et donc l'éducation aux médias pour le grand public. Et ça, je pense que ça permettra de faciliter la tâche aux fact-checkers dans ce sens qu'on aura un public qui va être plus critique, qui va être plus averti de ces problématiques-là et qui comprendra mieux le travail que nous faisons. Parce que l'autre problème du fact-checking, c'est que le public ne comprend pas souvent le sens du travail que nous faisons. Et c'est bien de faire du fact-checking, mais on est obligé aussi d'expliquer le travail que nous faisons. C'est pour ça que nous, par exemple, on fait des articles de blog qu'on publie sur notre site. L'idée, ce n'est pas seulement de parler d'une désinformation, mais c'est quelque part un prétexte aussi pour expliquer la pertinence du travail que nous faisons, pertinence qui n'a pas encore été comprise par la plupart du public. Donc, l'éducation, pour moi, face au problème de l'intelligence artificielle est vraiment fondamentale. Je pense qu'il faudrait beaucoup plus mettre l'énergie là-dessus pour faire face au problème. Juste brièvement, je pense qu'il y a deux points. Le premier, c'est que je pense qu'il faut aller au-delà de simplement marquer que ça a été généré par une IA. Il faudrait forcer les sociétés qui produisent ces images de mettre au service du public des outils qui permettent de déceler l'intervention d'une intelligence artificielle dans le produit fini. Ça serait le minimum. Il y a déjà des outils qui existent aujourd'hui, qui sont à la disposition du public pour savoir si une photo a été manipulée, par exemple. Et l'Éducation nationale en France, par exemple, a créé des outils très simples où en 2 clics, un enfant de 10 ans peut apprendre à vérifier une photo. Je l'ai vu dans des cours d'éducation aux médias dans des collèges en France. C'est assez spectaculaire comment les gamins apprennent très vite. On leur montre une photo d'un crocodile qui sort d'une bouche d'égout à Paris et on leur demande est-ce que c'est vrai ou pas. C'était après les inondations d'il y a quelques années. Et les gamins discutent entre eux, etc. Puis ils disent s'il y a une photo, c'est que c'est vrai. Et puis on leur montre cet outil qui permet de savoir que le crocodile a été rajouté à la photo. Et c'est assez spectaculaire. Et je pense que, je ne sais pas si des outils comme ça existent déjà sur l'IA, mais en tout cas, ils devraient être utilisés, ils devraient être développés et ils devraient être créés par ceux qui créent ces technologies. Et justement, pour parler de cette technique de la recherche d'images inversées,
Moi, je voudrais savoir, d'après votre expérience, est-ce que vous avez l'impression déjà que la plupart des journalistes de base, de toutes les rédactions, connaissent cet outil et savent se servir de cet outil qui n'est pas complexe et qui est même très ludique quand on le montre à des gamins, c'est vrai, des petits de 4e, etc. Quand ils voient ça, pour eux, c'est comme un jeu. Mais est-ce que vous avez l'impression que dans les rédactions, un petit peu partout, tout le monde possède cette maîtrise? Nous essayons à Arish et notre réseau arabe d'introduire ces outils dans toutes les formations de journalistes et de fact-checkers. Cependant, parallèlement, lorsqu'on se rend à des universités ou des institutions médiatiques pour organiser des formations sur les fast-checking, on voit qu'il y a vraiment une méconnaissance totale. Et c'est regrettable. C'est pourquoi nous avons besoin de construire les capacités des journalistes et des fact-checkers. Et en cela, je remercie CFI de soutenir Arish dans la propagation de la culture de fast-checking dans le monde arabe durant les dernières années par votre soutien à notre projet SAH. Pour ce qui est de la vérification des informations et dans l'intelligence artificielle, je pense qu'il y a un faible niveau de sensibilisation. Et pour comprendre comment il y a des informations par l'IA, il faut comprendre ce qu'est l'IA. Et même cette connaissance est très faible dans le monde arabe et nécessite du travail et des efforts dans les années à venir. Au risque de répéter ce que, pardon, Anna, au risque de répéter ce que dit Sacha, c'est vrai que du constat que nous faisons, parce que nous sommes aussi beaucoup investis dans la formation des journalistes en fact-checking sur le continent. C'est l'une des missions d'Africa Check, c'est de promouvoir du mieux qu'on peut la pratique du fact-checking sur le continent. Et par expérience, il y a encore du travail à faire pour que les journalistes s'approprient ces outils, que parfois ils regardent de loin. C'est comme au départ avec les réseaux sociaux. Pas mal de journalistes ont vu les réseaux sociaux quand ils arrivaient comme des outils pour des jeunes, pour un jeune public, un peu trop ludique, pas très sérieux comme devrait l'être le journalisme. Mais la vérité, c'est qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux sont nos outils de travail. Et c'est ça aujourd'hui qu'on constate, c'est que la plupart d'entre nous, journalistes, on a encore du mal à s'approprier ces outils, même pour une simple vérification d'image inversée. Et d'où la nécessité, je reviens sur cette question d'éducation, d'intégrer ces exercices, ces modules à l'école, au collège, ou même dans les écoles de journalisme aujourd'hui. Il ne faut pas... C'est-à-dire que jusqu'ici, de ce que je vois, c'est que le fact-checking, ça reste dans les modules. C'est vrai que, par exemple, à Dakar, avec le CESTI, ça commence à prendre beaucoup d'importance, mais ça reste encore en quelque sorte optionnel. Il faut vraiment qu'on insiste là-dessus pour dire, voilà, peut-être que le fact-checking, à la base, c'est ce qu'on est censé faire de façon classique quand on vérifie une information, quand on traite une information, mais par la force des choses, avec le contexte actuel, il faut en faire un module à part entière où on apprend, j'ai envie de dire, dès le berceau à ces journalistes, à vérifier une vidéo, une information, etc., etc. C'est vraiment nécessaire parce que quand vous allez former des journalistes qui ont déjà 10, 15 ans d'expérience, qui ne sont pas forcément habitués à ça, je peux vous assurer que la tâche est bien difficile pour les amener à intégrer ça. J'allais dire un peu la même chose. On ne peut pas simplement dire qu'il n'y a pas de réponse une fois pour tout et pour tout le monde. Ça dépend où vous êtes. Ça dépend de l'âge, ça dépend de l'environnement de votre média. En France, je sais que certains l'ont remarqué. Il y a une ONG qui va dans les écoles et depuis les plus jeunes âges et jusqu'à lorsqu'ils terminent le lycée. Jonas va et il parle des médias. Il y a un module qui dispense l'information en ligne. Et c'est fascinant quand on parle des enfants de 12 ans. On leur dit, on leur montre quelque chose sur les réseaux sociaux et on leur demande qui partagerait ça. Moi. Et après, 2 heures plus tard, une fois que vous leur avez montré que c'est une désinformation, à la fin, qui va partager? Non, pas moi. Ce n'est pas tellement l'outil. Apprendre les outils, c'est ce qui est le plus facile, le plus sympa.
Mais il s'agit de réfléchir de manière critique. Avant de partager, peut-être que je vais vérifier une autre source. Et même ça, pour beaucoup de gens, ne vient pas naturellement. Parce que WhatsApp, c'est vite fait. On peut le forwarder, puis c'est parti à vos amis. Donc, on fait la même chose qu'Africa Check. C'est ça qui est bien quand on est dans le fact-checking, la collaboration entre différents organismes. Il y a beaucoup de désinformation pour tout le monde. Il n'y a pas de manque. Mais on a développé un cours spécifique pour ça avec l'agence France Presse. Et c'est ouvert aux journalistes et des étudiants en journalisme. Depuis le lancement d'il y a 1 an et des poussières, on a plus de 13 000 inscriptions. C'est en ligne. N'importe qui peut le faire. On a formé beaucoup d'Africains, mais aussi toute personne au monde. Et je pense que c'est clé. Ce genre d'information devrait avoir un accès démocratique. Au-delà des fact-checkers, l'ensemble des rédactions devraient être formées dans ce genre de vérification. Les outils existants aujourd'hui sont gratuits, sont d'accès ouvert, et je pense vraiment c'est définitivement l'avenir de l'éducation. Et pas seulement notre compétence, mais il faut le partager avec tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, et c'est la force des réseaux sociaux, c'est que tout le monde participe à la diffusion de l'information. Quelqu'un d'anonyme qui retweet une information vraie ou fausse participe à la diffusion de cette information. C'est plus le monopole des journalistes. Nous avons perdu notre monopole et c'est pas plus mal. Mais la part de responsabilité qu'il y a dans le journalisme n'est pas évidemment partagée par le grand public. Et il y a une campagne qui a été lancée en France, mais qui est par une ONG qui est très, très faible, qui dit, il y a un message comme ça, c'est avant de retweeter, est-ce que tu as vérifié que c'est exact? Est-ce que tu as vérifié la source? Et je pense que c'est un réflexe que personne n'a, y compris des journalistes qui tombent régulièrement dans les pièges de Twitter. Hein, ça arrive aux meilleurs d'entre nous. Je suis moi-même tombé plusieurs fois dans des pièges, c'est classique. Et donc, quelqu'un dont ce n'est pas le métier, forcément, n'a pas ce réflexe. Et je pense que c'est un réflexe qu'il faut que les gens aient, mais les gens qui ne sont pas nécessairement journalistes. Je voudrais aborder un aspect qui est l'angle modèle économique, en fait. Parce que moi, je me souviens avoir eu l'occasion d'assister au forum des Africtivistes à Abidjan il y a 2 ans, je crois, et j'avais rencontré ce jeune Guinéen de Guinée tchèque, je lui demandais comment il travaillait. Il faisait un travail remarquable et en fait, il ne vivait pas du tout de son travail. Enfin, c'était vraiment une occupation en plus. Et donc, je lui disais, mais tu ne peux pas te faire embaucher par une rédaction et tout. Et puis, il m'expliquait que ça ne fonctionnait pas comme ça, que, en fait, d'après lui, je pense qu'il n'y avait pas vraiment de cellules fact-checking dans les médias en Afrique, les grands médias, comme on dit, entre guillemets. Alors, je ne sais pas où ça en est dans le monde arabe, en Afrique subsaharienne, en Afrique de l'Ouest, enfin, selon vos expériences, où est-ce qu'on en est sur ce modèle économique qui a les moyens de se livrer à ce travail autrement que de façon bénévole, en plus de son gagne-pain, quoi. Silence. From our point of view, from AFP. Du point de vue de l'AFP, nous sommes une agence mondiale, donc on a créé le fact-checking en 2017 avec l'exposition française. On a 140 personnes autour du monde, pas qu'en Afrique, et on publie dans 26 langues. Pour nous, pour AFP, le fact-checking fait partie du tissu du travail qu'on fait. Ils sont dans la salle de rédaction et pas ailleurs. Mais c'est un modèle économique différent parce qu'on fait partie d'une grande entreprise qui a préexisté cette période. Voilà. C'est un secret, mais que je vais donc dévoiler. Nous avons décidé de
de vérifier quelques données statistiques qui sont diffusées par certaines agences arabes. Et nous avons trouvé vraiment des erreurs catastrophiques et qui nous ont prouvé qu'il n'y a pas eu de vérification de ces statistiques. Et c'était là une des raisons principales qui nous a amené à créer notre agence pour pouvoir vérifier ces informations avant de les diffuser, car vous savez, la plupart de ces agences donc de médias arabes ne connaissent rien à ce sujet, n'accordent aucune priorité à cette vérification, mais tout ce qui l'intéresse, c'est avoir le scoop, c'est tout. Et c'est ce que nous avons connu lors de plusieurs événements, lors de l'explosion du port de Beyrouth. Toutes les photos et toutes les informations qui ont circulé sur les réseaux sociaux et qui ont été diffusées par des agences et par des médias libanais officiels n'étaient pas vérifiées. C'est la raison pour laquelle nous voulons vérifier en priorité ces informations et nous avons toujours voulu donc entrer tout ce système dans le cursus universitaire et scolaire afin que ces étudiants universitaires puissent après savoir comment vérifier toutes les informations avant de les diffuser ou bien de les utiliser. Lorsque j'ai pris la parole à l'entame de cette table ronde, dans quel contexte Africa Check avait été fondée en partant de cette désinformation au Nigeria. Et depuis, l'organisation s'appuie sur, c'est très clair, c'est sur notre site, donc c'est facile à voir sur des financements qui sont indiqués sur le site. Nous faisons aussi un travail de formation des journalistes, comme je l'ai dit, qui contribue, n'est-ce pas, à financer l'organisation. Donc, essentiellement, voilà comment une organisation comme Africa Check vit. Maintenant, ce que je dis, et c'est important de l'expliquer aux gens, parce que la semaine dernière, on a beaucoup parlé avec des fact-checkers francophones ici présents, des principes d'IFCN, comment y accéder, et on a beaucoup insisté sur la transparence du financement, sur le modèle économique. Maintenant, ce que moi je dis, c'est que on n'est pas toujours obligé de fonctionner selon le même modèle économique. Si je prends le cas de l'AFP, l'AFP Factuel, finalement, est une rubrique, la rubrique fact-checking de l'AFP. Je pense que certains médias qui ont les moyens, autant on crée des rubriques investigation, des rubriques économie, où on dédie des journalistes qui travaillent essentiellement sur ces rubriques. On peut créer des rubriques fact-checking avec des journalistes ou des fact-checkers payés pour faire ce travail et qui vont animer cette rubrique-là. Donc, mais est-ce que c'est existant à Dakar, dans les rédactions des grands journaux? Est-ce qu'il y a des rubriques fact-checking? Non. Non. Comment ça se fait? Non, parce que la réponse la plus honnête, c'est non. On essaye, notamment à travers le projet des Infox Afrique, dont l'objectif est de permettre à certains médias d'intégrer le fact-checking dans leurs modèles éditoriaux. Il reste que, et j'en discutais avec les bénéficiaires encore il y a 2 semaines, il reste que quand bien même certains journalistes ont conscience de la pertinence d'intégrer le fact-checking dans leurs modèles éditoriaux, les décideurs, parfois, ne sont pas toujours alignés sur le même ordre d'idées qu'eux. Et donc, parfois, ça crée un déséquilibre. Ça fait que simplement, c'est difficile d'intégrer, n'est-ce pas, le fact-checking dans ces médias-là. Mais ce que vous avez de temps en temps, c'est des initiatives qui sont spontanées, c'est-à-dire qu'un journaliste identifie un sujet qui l'intéresse, il travaille sur ce sujet et il publie dans son média quand cela est accepté. Récemment, on a encadré une journaliste d'un média local au Sénégal qui a fait un fact-check sur des OGM et finalement même, on a eu un résultat encore plus important que celui auquel on s'entendait, c'est qu'elle a remporté un prix de journaliste scientifique à travers cet article de fact-checking. Vous voyez donc, mais pour répondre clairement à votre question, c'est non. Mais on espère que d'ici là, son enquête, elle l'avait publiée dans son journal aussi. Dans son journal, oui, dans son journal. Donc on se contente de ça pour le moment, mais on espère que voilà, que ça devienne une pratique qui sera vulgarisée dans la plupart des médias, parce que nous seuls, Africa Check au Sénégal, ne pouvons pas endiguer toute la vague de désinformation qui arrive, surtout dans des périodes comme des élections ou dans des périodes de crise comme on a vu avec la Covid. Et nous avons intérêt à ce que
la plupart des médias au Sénégal, en Afrique francophone, partout s'approprient cette pratique-là. Donc pour l'instant, c'est essentiellement un réseau donc des organisations comme Africa Check ou des blogueurs comme ou des journalistes qui travaillent dans des médias et qui prennent des initiatives personnelles. Oui. Je pense que on peut peut-être... Voilà. Wow. J'ai le chrono dans la tête, c'est la radio. C'est incroyable. Voilà. Bravo Sophie. Ouais. Ce que je propose, c'est que tu prennes le temps d'échanger avec la salle. Tout à fait, oui. Parce que je suis sûr qu'il y a plein de questions et après, on prendra le temps de reporter les quelques questions qu'on a reçues en ligne. Voilà. Les micros, bon, on va faire passer les micros. J'en vois un qui se lève là-bas. J'amène le micro. Merci. Bonjour. Alors, moi, j'ai bien suivi alors tous les dispositifs de formation. Bien sûr qu'il faut pousser vers la formation des journalistes, la formation, l'éducation aux médias auprès des enfants, des étudiants. Maintenant, moi, ma problématique pour un média, je dirige un média qui a travaillé beaucoup sur l'intelligence artificielle avant ChatGPT. On a essayé de créer des modèles qui nous aident, qui aident nos journalistes à faire ça. Ce n'est pas la question forcément de l'information elle-même, enfin je ne sais pas, hein, c'est une question, mais aussi du narratif, de l'analyse qu'on en fait. Et je crois qu'on est aujourd'hui dans un monde où deux narratifs, ou plusieurs narratifs en tous les cas, se confrontent à travers des médias de masse, des outils aussi qui sont les réseaux sociaux, et qui font de la vérification de l'information pure quelque chose de presque secondaire sur qu'est-ce qu'on en fait, comment on l'analyse et quelle est la lecture qu'on peut avoir du monde qui nous entoure, avec toutes les contradictions que peut apporter le monde libre, entre guillemets, dans sa manière aussi de gérer ses affaires. Et du coup, on a un contre-narratif très puissant qui ne se base pas forcément sur des fausses informations, mais sur des informations qu'on lit d'une certaine manière et qui fait que des fois, on se retrouve dans des situations où on a une lecture dans un sens ou dans un autre d'une même réalité ou d'une même information. J'en profite pour inviter ceux qui posent des questions à se présenter, comme ça permettra à tout le monde de se connaître. Donc c'était Malek Hadraoui de Dinkifada en Tunisie, et le micro circule. Okay, hello, Maïsoun Aoudé, Maïsso Aoudé de Palestine. Je voulais poser une question à Saja en ce qui concerne la protection. Vous avez parlé de la protection qui est accordée aux journalistes qui font les fact-checking. Je voudrais savoir quelle est la nature de cette protection que vous accordez. Comme vous le savez et vous l'avez dit, la situation dans le monde arabe est très mauvaise en ce qui concerne notamment les journalistes. Merci. Bon. On va peut-être répondre au fur et à mesure. Oui, non, moi je pense que c'est bien qu'elle réponde, puisque la question t'est posée, Saja. Ok. Bonjour Malek. Je voudrais dire que la vérification la plus dure, c'est celle qui est donc attachée à la vérification de l'analyse et de certaines informations qui sont reliées entre elles. Quand, par exemple, je veux vérifier un rapport où il y a beaucoup d'informations et dont le cadre est très difficile, la tâche est vraiment difficile. Et là, l'intelligence artificielle va avoir donc un grand obstacle, un grand problème, parce que cette intelligence ne pourrait pas connaître ou bien détecter la désinformation. Et là, nous parlons de ce qu'on appelle le biais. Et moi, je considère que cette discrimination qui est la mienne n'est pas considérée comme telle par quelqu'un d'autre. Et comment je pourrais donc en décider? C'est la raison pour laquelle ceci est très difficile. Et l'intelligence artificielle donc a besoin ou bien requiert des efforts humains énormes pour pouvoir mettre le doigt sur la désinformation. L'intelligence artificielle a besoin de cela pour pouvoir détecter cette désinformation. Vous
m'avez posé une autre question sur la protection des journalistes. En Arige, nous avons une façon de protéger. C'est une protection corporelle, juridique, numérique et aussi professionnelle. Car malheureusement, il y a beaucoup de journalistes qui travaillent dans le monde arabe, qui ont un statut d'indépendants, des freelances, et qui n'ont pas une source, un revenu permanent et qui n'ont pas une institution qui est derrière eux, qui peuvent les défendre s'il y a un problème. C'est la raison pour laquelle nous donnons cette protection avec ces 5 dimensions et nous faisons des campagnes de sensibilisation et nous leur expliquons quelles sont ces protections juridiques, numériques, surtout avec toute cette surveillance et ce contrôle auquel nous sommes donc confrontés, etc. Et nous affrontons des difficultés quand nous allons vérifier ces désinformations et ces informations, ces fake news. Et ceci est très difficile. Et ce n'est pas facile quand vous êtes une entité qui protégeait un millier de journalistes, hommes et femmes, et pour vérifier toutes ces informations, la tâche est très ardue. Mais c'est là une des priorités sur lesquelles nous nous penchons. Awadou Fakat. Sur l'affrontement des narratifs, parce que effectivement, on est immédiatement confronté à ça. Mais simplement, l'affrontement des narratifs, il y a quand même, c'est pas simplement un narratif contre un autre. Il y a quand même certains narratifs qui sont ostensiblement basés sur du mensonge, des informations tronquées, une accumulation de mise en perspective malhonnête. Et je sais bien que c'est la parole des uns contre celle des autres quelquefois, mais on est quand même formé dans les écoles de journalisme, quand on fait du montage, à faire un montage qui ne trahisse pas l'interlocuteur. Si on doit réduire son propos pour des questions de format, on essaye, on met toute son énergie à comment ne pas le trahir. Mais il y a quand même des narratifs qui circulent en faisant tout le contraire. Comment exploiter au mieux. Il y a même une utilisation des fact-checks quelquefois. Quand vous êtes fact-checker et que vous dites « je vais débunker telle chose », vous allez trouver des gens qui vont vous faire un montage, couper et prendre telle chose, l'explication de ce que vous allez débunker, en le mettant dans votre bouche, en expliquant que ça, c'est votre version des faits. Donc, il y a l'affrontement des narratifs. Je pense qu'il faut toujours arriver à trouver le curseur entre ce qui est du débat d'idées, du débat d'opinion, qui est totalement justifié, et ce qui est une tentative de mésinformation ostensible et délibérée. Voilà ce que je voulais dire. Autre question ? Bonjour, mon nom est Khaled Suleiman. Je suis un journaliste environnemental irakien. Donc, j'ai une question. Peut-être M. Pierre Aski peut, ou bien à la réponse. C'est bien de parler de fact-checking, mais il y a un autre problème. Il y a des effets, il y a les conséquences de la désinformation. Juste après la propagation ou bien la publication de la désinformation, ça vient d'une conviction dans la vie quotidienne des gens. Alors, ma question, comment déloger cette conviction dans la vie quotidienne des gens? Je n'ai pas la réponse. Non, vous mettez le doigt sur un problème qui est effectivement, on est au-delà de la question même de la désinformation et du travail des journalistes. On est de l'impact sur la société et vous avez entièrement raison. Mais c'est un problème collectif, je pense, plus large que celui du monde de l'information, mais je n'ai pas la réponse. Je pense que ça dépend beaucoup des conditions politiques, sociales du pays dans lequel, dont vous parlez, de l'environnement dans lequel il pourrait y avoir une protection des autorités, ce n'est pas toujours le cas, l'existence d'une société civile forte, ce n'est pas toujours le cas, des organisations d'information fortes, ce n'est pas toujours le cas non plus. Donc je pense que la réponse dépend beaucoup de l'environnement dans lequel vous vous trouvez. Mais je sais que ma réponse n'est pas satisfaisante.
Je voudrais ajouter la chose suivante. Malgré que cette histoire est très difficile, mais nous devons être vraiment très fiers de tous les efforts que nous avons consentis dans notre monde. Et nous savons que tout ce qui est information fake news se propage de façon beaucoup plus rapide. Nous devons être fiers de nos efforts, de notre travail, car ceci impacte d'une façon positive donc sur les gens et nous voyons qu'il y a des effets qui sont concrets. Peut-être il y a un grand nombre. But a lot of it is very negative. Je pense qu'effectivement, en particulier, mes confrères, consoeurs aux États-Unis, ils reçoivent de nombreux courriers de haine et de menaces. Et également, dans les pays africains, de temps en temps, on reçoit un email de quelqu'un qui nous dit « Je suis vraiment désolé, je n'avais aucune idée que ceci était une fausse information et j'en suis vraiment désolé. » Et dès qu'on a une réponse comme cela, eh bien, on le partage à notre équipe, avec notre équipe. Et regardez, voilà ce que cette personne a fait. Et au départ, c'était une réponse comme ça sur 200. Et maintenant, il y en a de plus en plus. Il y a un petit peu une différence entre une désinformation et quelqu'un qui souhaite partager de fausses déclarations et quelqu'un qui partage une information, mais comme nos mères, nos sœurs, qui souhaitent partager des informations mais pas de mauvaise foi, mais qui croient vraiment que cette information est réelle. Donc je dirais qu'il faut avoir une perspective un petit peu plus positive. Deux questions en ligne, par exemple. Okay. Je suis Olivier Ribouis de Benetcheck Info. Merci beaucoup. Ma question s'adresse aux représentants d'organismes de fact-checkers qui sont autour de la table. Alors, lorsque vous êtes en train de traiter d'un sujet et que le fact-checking n'aboutit pas, faute de preuves, qu'est-ce que vous faites lorsque le public est en attente de réponses? Merci. Moi, je veux bien répondre déjà, parce que ça nous arrive à RFI. Donc, soit on repousse le temps de trouver la solution. Ça arrive quelquefois qu'avec un peu plus de temps, on finisse par pouvoir... soit on explique les limites. C'est-à-dire que ça, c'est parce que nous avons un groupe WhatsApp sur lequel des gens peuvent nous adresser des choses un peu douteuses qu'ils veulent faire vérifier. Et alors là, je dois dire, on répond... dans la mesure du possible, en donnant les limites, en disant, voilà, voyez, cette vidéo, on ne peut pas prouver qu'elle n'a pas été trafiquée, mais on cherche des arguments alentour pour donner nos faisceaux d'indices, tout en expliquant bien, clairement, qu'en fait, on ne peut pas aller jusqu'au bout sur telle ou telle chose. Voilà. Je pense qu'Olivier a un peu la réponse, parce qu'il doit être confronté à ça lui aussi, mais oui, ça traduit déjà pour moi une chose qui est positive, c'est que le public fait la demande d'une vérification. C'est déjà une petite victoire pour nous, les fact-checkers, et je suis très content quand nous, à Africa Check, on a une requête qui vient du public pour dire « j'ai vu ceci, est-ce que vous pouvez vérifier ?» Ça veut dire que quoi qu'on dise, il y en a qui croient au travail que nous faisons, n'est-ce pas? Donc voilà. Maintenant, pour répondre à ta question, on fait pareil, où on peut essayer de contourner avec un article de blog. Plutôt que de faire un article de fact-checking, on fera un article de blog où on revient sur le sujet de manière différente et peut-être profiter pour expliquer pour quelles raisons est-ce que la vérification n'est pas allée à son terme. Parce que voilà, et c'est aussi bien, une fois de plus, je l'ai dit tantôt, c'est aussi bien que nous expliquions assez régulièrement au public les difficultés que nous rencontrons dans notre travail. Et cela leur permettra de comprendre le travail que nous faisons. Et je pense que je profite s'il y a des gens dans la salle qui peuvent faire quelque chose. L'accès à l'information est nécessaire et essayons aussi de faire beaucoup de choses dans ce sens-là. Si on veut appuyer le fact-checking, l'OSINT et toutes ces nouvelles techniques qui essayent d'assainir
le travail des journalistes. Nous avons également des questions sur notre site. Une question en arabe. Quelles sont les limites de la liberté d'un journaliste quand il écrit un article? Saja, nous sommes aujourd'hui dans le monde du fact-checking et nous vérifions pas une opinion. Une opinion reste une opinion, on ne peut pas la vérifier. Nous, ce qu'on nous disons, si c'est vrai ou pas en ce qui concerne une information. Et bien sûr, un journaliste est libre, mais il doit respecter les principes de journalisme que nous étudions, que nous avons étudié quand nous avons fait nos écoles de journalisme. Nous devons respecter les principes des autres, leur orientation. Notre style ne doit pas être agressif. Il doit être vraiment donc respectueux de tous ces principes. Il y a une éthique, c'est l'éthique de notre profession que nous apprenons. Et cette éthique, nous devons la respecter, que nous soyons des fact-checkers ou bien si nous sommes journalistes. Et nous vivons aujourd'hui une réelle révolution dans ce domaine.